Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à notre partenaire Marc Donal. Salut Nathalie, comment tu vas à Laval? Et C'est beau, puis, impeccable. regardez Bonjour à ce, tout le monde. regardez ce casting de règles avec des startups dont on entend pour certains encore pas assez parler, hein, et qui vont venir nous parler un petit peu de leurs projets et de ce qu'ils font. Donc, on est ravis cette semaine, ou ce mois-ci plutôt, d'accueillir notre partenaire Marc Donal de Demain la Terre. Nathalie, tout à l'heure, il nous fera une petite présentation. Donc, le mois dernier, on avait donné la parole à des experts dont sur la transition alimentaire. On avait accueilli Valère Coéréard, qui est directeur du média de l'info durable, mais qui était également chroniqueur sur France Inter et auteur de plusieurs ouvrages. On avait accueilli Olivier Pord de chez Embed Process, et avec eux, on avait défini, et Catherine Jagu, on avait défini 7 critères pour une transition alimentaire réelle et efficace. Et autant dire que c'est un peu d'actualité avec le nouveau ministre, et j'ai bien aimé le mot souveraineté alimentaire qui vient derrière maintenant agriculture. Donc, pour une transition alimentaire réaliste et efficace, on avait noté anti-gaspi, éducation, végétale, santé, collectif, cuisine, territoire. Et en fin de compte, si vous n'étiez pas présent lors de ce webinaire, vous pouvez le voir sur notre chaîne YouTube. Et en fin de compte, suite à ce webinaire, on avait lancé un appel à candidature à destination de projets ou de start-up engagées dans la transition alimentaire efficace pour intervenir aujourd'hui lors de ce webinaire à qui on ouvrait l'antenne. Et avec Marc Denal et Nathalie Terlardo et moi-même, on a choisi 5 initiatives. Alors, il y a Clément qui devrait arriver normalement, pertinentes, à qui on va donner la parole aujourd'hui et qui vont un peu nous présenter ce qu'on fait. Vous avez comme d'habitude la possibilité de poser vos questions dans le chat, on répond. Voilà, j'ai vu que plein de nos followers sont déjà là, je les salue, comme Clara, comme Karen, et tous ceux que j'oublie, ils m'excusent. Je me tourne vers toi, Nathalie. C'est toi qui m'as présenté Demain la Terre, donc je te laisse le plaisir de l'interviewer pour démarrer. Eh bien, bonjour à tous. Et donc, effectivement, c'est Damien Sanchez de Demain la Terre qui m'a contacté. On a échangé pas mal et on s'est dit que ce serait sympa finalement de collaborer sur un webinaire et justement sur celui-ci, puisque le précédent, comme l'a précisé Sandrine, on a défini des critères. Donc, comme il est, je crois, en vacances cette semaine, eh bien, Marc Denal, qui est donc le président, je crois, de l'association Demain la Terre. Directeur général. Directeur général, allez, président, directeur général. Voilà, directeur général. Je vais lui laisser le soin d'ailleurs de présenter l'association. Et on s'est dit que ce serait sympa justement de choisir ensemble des initiatives. Alors, comme Sandrine le disait, des jeunes pousses à qui on avait envie de donner un coup de pouce. Parce que justement, c'est comme ça qu'on peut avancer en mettant en avant des initiatives intéressantes. Donc, Marc, je vais te laisser présenter l'association. Et Oui. puis ensuite, Sandrine représentera. Alors, il y en a certains qui ont des difficultés de connexion. On a Clément de Oui, Yonsei qui est là, qui est en train d'arriver, et qui est en Anne, train d'arriver, voilà. Et puis, voilà, mais on va les refaire monter sur scène au fur et à mesure. Donc, à toi, Marc, de nous présenter Demain la Terre. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Sandrine et Nathalie pour leur invitation. Alors effectivement, Damien, mon collaborateur en charge de la communication au sein de l'association, est en congé pour 2 semaines. Donc, Il a le droit. voilà, c'est moi. Ah bah absolument, hein, tout à fait. Et puis en plus, il est complètement en dehors de notre territoire. Il a bien raison. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter l'association Demain la Terre que je dirige. Demain la Terre, c'est une association d'entreprises de production et de transformation de produits végétaux, fruits et légumes majoritairement, qui se sont rassemblés pour créer, imaginer, penser, mettre en œuvre, développer, etc. Une agriculture, une production plus vertueuse, plus responsable, qui intègre tous les enjeux, ou en tout cas un maximum d'enjeux de la durabilité. Et ça s'est concrétisé par la création d'un label qui porte le même nom, Demain la Terre, que vous pouvez retrouver directement sur les produits. Ce label, l'attribution du label doit respecter un cahier des charges d'un peu plus de 70 critères, qui s'inscrit dans une logique de progrès et qui repose sur les 3 piliers de la durabilité. J'insiste là-dessus parce que c'est important de le rappeler. La durabilité, le développement durable, c'est 3 piliers: l'environnement, le volet social sociétal et le volet économique. C'est pas que l'environnement ou que le social.
c'est vraiment les 3 piliers qui constituent l'équilibre de la table. Et voilà, aujourd'hui, nous travaillons avec 450 producteurs, très majoritairement en France, mais on commence à avoir aussi d'autres pays qui s'intéressent de très près à la démarche, et on espère pouvoir en accueillir d'autres et que ça soit un mouvement qui se déploie un peu partout, puisque au final, les enjeux de durabilité, même si les situations sont différentes, au final, on tend tous vers les mêmes objectifs de durabilité. Merci, Narc. Alors aujourd'hui, Avec moi, je ne suis plaisir. pas la seule animatrice, hein. Mais je te laisse parler, Nathalie, vas-y. Non, j'avais juste quel est le lien, par exemple, tu sais, avec les objectifs, les 17, je crois, de développement durable de cette entité? Est-ce qu'il y a un lien, tu sais, sur le... Hop. Les 17 objectifs. Alors, dans tous les cas, nous, les 17 objectifs, les 17 ODD, les objectifs de développement durable, ils sont pleinement intégrés dans notre démarche. Ou alors, dans l'autre sens, notre démarche répond pleinement aux 17 objectifs de développement durable. Bien évidemment, on travaille à notre échelle, on n'a pas la prétention de sauver le monde, mais en tout cas, à l'échelle de nos producteurs, de nos adhérents et de notre alimentation, on répond à ces objectifs-là, on apporte une réponse à ces objectifs-là. Il y a un élément aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est le concept de santé unique. Santé de la planète, santé des consommateurs, santé des hommes, santé des animaux, enfin de tout, quoi. Donc voilà, et ça en fait, c'est l'axe santé est prioritaire dans notre démarche. Donc je pense que les cinq jeunes pousses qu'on va écouter aujourd'hui, il me semble en tout cas, s'inscrivent pleinement dans cette logique-là également. C'était un peu le sens de ma remarque, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a plein d'initiatives, mais elles sont toutes assez cohérentes. Et je pense qu'il ne faut pas la réunir en une seule, parce qu'on n'arrivera jamais à fédérer tout autour d'une seule. Mais je trouve que, et j'allais justement parler de santé unique, d'ailleurs ce sera l'objet d'un congrès un sommet qu'on va réaliser. On est en train de poser les éléments à Strasbourg en novembre, donc on en reparlera avec tous d'ailleurs, parce que ce sera peut-être que vous puissiez intervenir sur justement cette thématique de santé unique qui regroupe effectivement notre planète et la santé humaine. Sandrine, peut-être je te laisse maintenant prendre le lead. Je crois qu'on a tout le monde. Clément, super. Ouais, super, voilà. On n'est pas tout à fait à parité, Sandrine. Bon, faudra qu'on... Mais voilà, mais nous, on n'invite pas que des femmes. Nous, on invite des projets qui rentrent dans un cadre. Ouais, aujourd'hui, je ne serai pas la seule à mener toute cette petite affaire. Il y aura Marc qui posera des questions, toi, et puis j'espère les personnes qui nous ont rejointes. Donc, on va démarrer avec Vincent. Vincent est là, mais super parce que je vois qu'il y a Anne qui est repartie, mais elle a des problèmes de connexion. Alors, Vincent, déjà bonjour. Je vais essayer de le faire sans osoter. Tu es le cofondateur de Zalg, j'allais dire The Alg, mais ça ne va pas le faire non plus, de Zalg, qui est en fait une entreprise bretonne, donc ça tombe assez bien pour les algues, à l'origine de procédés uniques de mise en forme des micro-algues alimentaires. Macro-algues, oh là là. Et vous êtes donné pour mission de valoriser cette ressource qui est précieuse et durable. Alors, je te laisse nous expliquer. Après, je présenterai. Alors, il y a Clément Poyat de Yancy, Nicolas Rico de l'Étuvrie, Louis Sibyl de Maya et Anne Nguyen de Bioalva. Je les présenterai à chaque fois individuellement. Vincent, je te laisse la parole. Je crois que tu as une petite presse. Oui, tout à fait. Allez, super. On est parti. Hop. Non, j'ai trop avancé, voilà. Ok, donc rapidement, nous, la société Zalg, c'est une société qu'on a créée il y a 1 an. On a travaillé pendant 12 mois sur uniquement la recherche et développement. Notre ambition, c'est valoriser les macro-algues. Donc, c'est vraiment ces grandes feuilles qu'on trouve dans l'océan sur nos côtes bretonnes et d'en démocratiser la consommation à travers la France et l'Europe. Le point de départ qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que déjà, on utilise de l'algue de culture. Nous, on souhaite valoriser cette filière. L'algue de culture, c'est l'aliment de culture le plus durable, à plusieurs niveaux. Pour être cultivée, l'algue, c'est bête à dire, mais elle n'a pas besoin d'eau douce. Elle va pousser en pleine mer. On le voit, on est fin mai, on est déjà en période de stress hydrique dans pas mal de régions en France. Et les problèmes de sécheresse qui vont impacter la production, notamment de blé.
Et donc, l'utilisation de l'eau douce en agriculture est une vraie problématique. Pour faire 1 kilo de soja, par exemple, il faut 900 litres d'eau douce, pour qu'on ait une idée. Dans le cas de l'algue, elle va pousser en pleine mer, en eau vive, donc pas de prélèvement sur les nappes phréatiques pour l'arroser. D'autre part, l'algue va pousser, on va dire, toute seule sans intrants, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin d'engrais, pas de pesticides. Et le dernier point, c'est que l'algue, elle cohabite très bien dans son milieu ambiant. Nous, on utilise des algues, on cultive des algues endémiques à la Bretagne, donc qui sont déjà présentes dans le milieu ambiant. Et on va se rendre compte, en fait, que autour des cultures d'algues, on a une multiplication des espèces animales, de poissons qui viennent se reproduire. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on peut cultiver nos algues dans des zones naturelles protégées. Ensuite, l'algue, d'un point de vue nutritionnel, c'est assez exceptionnel. Vous allez avoir des algues qui vont être très riches en protéines, d'autres très riches en magnésium, en iode. Elles sont riches en vitamines, en oligo-éléments, en minéraux. D'un point de vue nutritionnel, comparé à des légumes terrestres, c'est vraiment incomparable. Et ensuite, le dernier point, c'est que en fait, le marché existe déjà de la consommation d'algues en Asie. Les Japonais, on consomme 8 kilos par an par habitant. C'est notre consommation de salade en France. Et donc, la question qu'on a voulu attaquer, c'est avec les bénéfices d'un produit, dans sa durabilité, dans sa qualité nutritionnelle et dans son goût, pourquoi en Europe, on en consomme si peu ? Alors, j'ai volontairement mis de côté l'utilisation de l'algue comme agent texturant, parce qu'aujourd'hui, l'algue alimentaire est surtout utilisée comme agent texturant, mais disons que, par exemple, vous allez en retrouver dans certains yaourts, dans les flambis. S'ils ont cette forme-là, c'est parce qu'il y a des extraits d'algues. Ces extraits d'algues ne vont pas avoir de propriétés nutritionnelles, ni en termes de goût. Donc, on va mettre ça de côté. En fait, si la consommation est si faible en Europe et en France, c'est qu'il y a en gros 4 principales barrières à leur consommation qui sont l'usage. Elles sont compliquées à cuisiner. Il y a souvent différents processus. Il faut les dessaler ou les réhydrater quand elles sont séchées. La deuxième élément de barrière à la consommation, c'est souvent une des peurs liées à la texture ou au goût. Et un autre élément important, c'est l'élément culturel. Effectivement, dans la plupart des plats traditionnels européens, vous ne retrouvez pas l'algue, contrairement à la cuisine asiatique où l'algue est vraiment omniprésente. Et enfin, un point qui tend à disparaître, mais c'est le problème d'image. On associe souvent l'algue à la pollution, alors que c'est la résultante d'une pollution qui vient en amont. Et donc, on a travaillé avec le Centre d'études et de valorisation des algues, le CEVA. Donc, c'est des biologistes marins et on a collaboré avec des chefs également pour essayer de casser tous ces freins à la consommation. Et donc, on s'est dit, on va partir sur un produit qui va rentrer par les usages. Et cet usage, ça va être de passer par la poêle. La poêle, c'est, on va dire, l'ustensile qu'on va utiliser au quotidien pour cuisiner un poisson, une viande, des légumes. Et donc, on va faire passer les algues à la poêle. Et pour ça, en fait, on a mis au point un procédé de transformation, donc des macro-algues. On utilise principalement le kombu royal et le wakame, qui va nous permettre, en fait, à partir des feuilles brutes, de créer différentes formes qui vont être des petits dés, qui vont être des tranches, des allumettes. Et ces formes-là peuvent être cuites à la poêle, au four, dans de l'eau, pochées, frites, et vont conserver leur forme. C'est un peu l'originalité de notre démarche. Et donc, vous voyez nos produits comme ça, qui sont, on les a appelés les iodés, parce qu'ils sont sous forme de dés, mais on peut créer, comme je vous disais, différents types de formes. Et ces produits, en fait, ils vont répondre du coup à différents besoins. Et c'est surtout qu'ils vont venir casser tous ces freins à la consommation, avec un produit qui va rester d'un point de vue nutritionnel exceptionnel, qui va être facile à cuisiner. On a retravaillé justement avec les chefs sur une nouvelle approche du goût et de la texture, avec quelque chose de beaucoup plus accessible. On est sur des algues de culture cultivées en Bretagne, et tout est fait en Bretagne. Le marché de l'algue, en fait, d'ici 2030, l'algue alimentaire, et on exclut toute la partie vraiment texturation, et les estimations hautes estiment le marché à plus de 2 milliards d'euros d'ici 2030. Donc, il y a une vraie tendance, et en fait, ce n'est pas quelque chose forcément d'émergent, mais c'est plutôt un phénomène de rattrapage par rapport à un marché déjà existant qui est l'Asie.
Et donc, je passe certains éléments. Aujourd'hui, en fait, la démarche était vraiment de pouvoir valoriser l'algue comme un légume, le mettre au centre de nos assiettes. Aujourd'hui, l'algue est surtout utilisée comme un bord d'assiette, un condiment. On va mettre quelques petites paillettes séchées dans un plat. La problématique, c'est que de un, d'un point de vue pour le consommateur, on va passer à côté de beaucoup d'éléments d'un point de vue nutritionnel parce que sous forme de paillettes séchées, on en met très peu. Là, le fait de l'avoir sous cette forme de légumes, on peut aller sur des consommations qui sont beaucoup plus importantes et du coup bénéficier à la fois de leur goût, mais également de tous les bienfaits nutritionnels. On se rend compte aussi sur le marché qu'il y a de plus en plus de mise en avant de l'algue dans des produits, on va dire, assez transformés, avec des simili steaks ou des steaks végétaux. Mais l'algue, en fait, va constituer 2-3% d'une longue liste d'ingrédients dans ces produits-là. Donc, notre ambition, c'est vraiment de faire un produit 100% algues et de travailler tout le produit dans son entièreté. Merci Vincent. Alors c'est effectivement très efficace, hein. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Je vais laisser la parole à Marc et puis après, on reviendra. Puis il y a déjà des questions dans le chat aussi, hein, Vincent. Oui, absolument. Il y a des questions qui sont... Alors moi, j'en ai deux. Moi, j'ai deux questions qui me viennent. La première, c'est... donc, je suis allé un peu trifouiller sur votre site internet et je voulais savoir ce que vous entendez par mise en forme de macroalgues. Qu'est-ce que c'est la notion de mise en forme? Exactement. Alors, par exemple, si on prend... On a commencé... Aujourd'hui, on travaille principalement une algue qui est le kombu royal. Le kombu royal, c'est une algue qui a des spécificités, des propriétés nutritionnelles assez incroyables et en termes de goût. Aujourd'hui, c'est une algue qui est très caoutchouteuse, qui est assez dure sous la dent, qui est utilisée surtout sous forme donc de grandes feuilles séchées qu'on va mettre dans un bouillon, les fameux dashi par exemple, parce qu'en fait, c'est une algue qui est dure à consommer, qui est dure à cuisiner. On a voulu justement, et par contre, c'est une algue qui est endémique à la Bretagne et qui est cultivable, facilement cultivable. On a voulu du coup valoriser cette ressource-là. Et pour ça, on a voulu casser justement cet aspect caoutchouteux, cet aspect spongieux. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient en fait extraire dans l'algue directement ce qu'on appelle l'alginate, qui est, on va dire, sa sève. Et on va venir en fait hacher finement nos algues et les reconstituer sous notre forme en réinjectant l'alginate. Ça nous permet en fait de créer si vous voulez, des grandes plaques. Ces plaques, on va les découper sous forme de cubes, sous forme de tranches, et elles vont être thermorésistantes, c'est-à-dire qu'elles vont conserver leur forme à la cuisson. Ok. Et une deuxième question, pareil, vous écrivez sur votre site internet que c'est l'aliment le plus durable. Je voulais savoir comment vous avez mesuré son potentiel de durabilité qui vous a conduit en fait à alléguer ça. Oui, tout à fait. Alors, comme je disais en intro, la durabilité, on la définit sur plusieurs éléments, notamment dans sa culture concrètement, c'est-à-dire que pour être cultivée, l'algue, si vous voulez, ça va être des semences qui vont être, enfin des pousses plutôt, qui vont être positionnées sur des cordages, qui vont être implantées dans l'eau, en eau vive, à 200-300 mètres des côtes, sous 1 mètre d'eau. Et en fait, cette algue va être positionnée, ses pousses et ses cordages, ces réseaux de cordages vont être positionnés au mois d'octobre à peu près, et seront relevés au mois de mars. Durant toute cette période, en fait, l'algue va pousser toute seule. C'est-à-dire qu'aucun intrant va être ajouté, c'est-à-dire aucun pesticide, aucun engrais, et surtout aucun prélèvement usage de l'eau. Et ça, c'est un élément assez important pour nous. Et un autre élément, c'est que l'algue, comme la plupart des végétaux, mais l'algue, plus que les autres végétaux, est ce qu'on appelle un puits de carbone, c'est-à-dire qu'elle va capturer des grandes quantités de CO2 et oxygène les eaux. Et on se rend compte autour des cultures d'algues qu'on a une favorisation des écosystèmes, à savoir que les espèces de poissons se multiplient, en tout cas le nombre de poissons se multiplie, car les cultures d'algues vont favoriser leur reproduction et améliorent également la qualité des eaux, dans la mesure où les eaux vont être généralement beaucoup plus oxygénées à ces endroits. Ok, merci.
Vincent, moi je vais un petit peu te titiller là-dessus parce que tu as dit quelque chose de très juste et avec Nathalie, et c'est aussi un sujet sur lequel on a beaucoup abordé sur Planète Food Santé, c'est qu'un produit pour qu'il soit adopté, il doit être goûteux, il doit donner envie. Voilà, on sait que le changement d'alimentation est un process assez complexe et très culturel. Effectivement, on ne se voit pas les gens ne se ruent pas sur les algues, encore quelques personnes, enfin voilà, chez le poissonnier, voilà. Comment vous pensez que vous allez réussir à pénétrer ce marché-là? Est-ce que votre produit, voilà, tient compte de ce côté goûteux? Voilà, ça c'est sur la partie grand public. Et comment vous pensez pouvoir pénétrer un marché professionnel du food service? On pourra même voir avec Maya, hein, il y aura sûrement des échanges sur les algues, vu qu'eux, ils travaillent sur les cantines scolaires. Oui, tout à fait. Alors, nous notre parti pris, ça a été de se dire que pour introduire l'algue dans l'alimentation et la placer au centre de nos assiettes, on ne va pas changer les habitudes radicalement des gens. L'idée, c'est plutôt rentrer par les usages. Comme on le disait, aujourd'hui, un des problématiques d'utilisation de l'algue dans l'alimentation, c'est l'usage, sa praticité. On ne sait pas comment les cuisiner, avec quoi les cuisiner. On oriente forcément l'algue vers un territoire asiatique. Et aujourd'hui, les produits disponibles, c'est surtout voilà, des tartinables, des condiments. Là, on a voulu rentrer dans un usage commun qui est la cuisson à la poêle. Et aujourd'hui, nos produits se cuisinent en fait comme un légume dans une poêle, très simplement. Donc en fait, on a cassé complètement cette idée de les algues, c'est compliqué à cuisiner. Là, les algues se cuisinent comme une pomme de terre, se cuisinent comme une carotte et peuvent vraiment s'associer dans tous les plats. Donc, il n'y a pas d'idée de se dire, OK, j'ai des algues, quel plat je peux faire? Là, l'idée, c'est de pouvoir intégrer l'algue de façon vraiment entière dans tous les plats du quotidien. Et pour ça, on a travaillé donc, sur la partie pratique, mais sur la partie aussi organoleptique avec des chefs qui étaient impliqués en fait dès le début du projet. L'idée, c'était d'arriver à un produit qui soit accessible en termes de goût également, qui puisse satisfaire déjà les gens qui mangent, qui consomment déjà des algues, mais qui puisse satisfaire aussi des publics qui aujourd'hui n'en consomment pas. Et donc, certains goûts d'algues peuvent être assez clivants. Donc, il y avait cette idée de trouver le bon équilibre. Et d'autre part, on travaille sur des aromatisations. Alors, généralement, aromatisation, ça fait peur et c'est souvent synonyme de transformation. Là, ce n'est pas le cas parce que l'avantage de l'algue, c'est qu'elle peut en fait capter des saveurs environnantes. Je m'explique. Vous mettez de l'algue dans un bocal d'eau. Vous plongez dans ce bocal d'eau avec l'algue un champignon entier ou une carotte. Vous les laissez cohabiter pendant 4-5 heures ensemble dans l'eau. Et l'algue va venir capter les saveurs environnantes du champignon, de la carotte. Et donc, on peut procéder à des aromatisations à l'infini complètement naturelles. Et ça, c'est aussi une piste pour démocratiser, rendre encore plus accessible la consommation de l'algue pour les personnes pour qui c'est encore un peu clivant en termes de goût. Vincent, il y a plein de questions dans le chat. Ouais. J'essaye d'en prendre avant que Nathalie nous vienne sur l'aspect plutôt nutrition. Alors, est-ce que les algues sont digestibles pour les Européens? A priori, on n'a pas toutes les enzymes. Et une deuxième question qui est dans la même veine. L'ANSES met en garde sur les rapports entre iode pouvant être trop importants, ainsi que les contaminations en arsenic inorganique des algues. Surveillez-vous ces teneurs. On a un public de professionnels, hein, donc ouais. Alors, ça se passe comment? Complètement. Alors, sur ce point-là, effectivement, c'est un point hyper important. Aujourd'hui, nous, on a, le kombu qu'on utilise est effectivement une algue très riche en iode. Et en fait, on va venir la blanchir en amont pour abaisser ces taux d'iode. Parce que le kombu, en fait, en l'état, effectivement, surpasse les recommandations en termes d'iode. Et le fait, justement, de les faire blanchir en amont, on vient positionner le taux d'iode aux limites préconisées. Après, il faut voir que les taux d'iode, selon les pays, les recommandations sont très, très différentes et vont du simple au quintuple, voire au décuple. Donc, voilà, aujourd'hui, on est justement sur les limites recommandées. Mais voilà, si on prend la problématique de façon plus globale, on voit que selon en fait les recommandations sanitaires de tel ou tel pays, on n'est pas du tout sur les mêmes seuils.
Et ensuite, sur la question des contaminations, c'est un point clé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on utilise uniquement de l'algue de culture, parce que l'algue de culture, au-delà de la volonté de favoriser une filière qui est nouvelle et qui est réellement durable, on souhaite avoir une qualité de produit parfaite. Et aujourd'hui, les producteurs avec qui on travaille sont dans des zones Natura 2000. Donc, c'est des zones naturelles protégées où l'activité humaine est très limitée autour et dont la qualité des eaux est assez exceptionnelle. Et donc, on est sur des problématiques qui sont quand même très similaires aux problématiques de l'ostréiculture, par exemple, ou de la pêche. Merci Vincent. Nathalie, je te passe la parole. Juste avant, Vincent, il y a des questions qui sont très spécifiques sur des collaborations dans le chat. Je te laisse répondre directement. Voilà. Ouais. Nathalie, je me tourne vers toi parce que tu as sûrement une petite question nutrition. Je voulais déjà aussi remercier l'association Merci les algues parce qu'elle nous a fléché déjà ce sujet des algues que je trouve hyper intéressant d'un point de vue nutrition et puis effectivement aux algues. Donc moi je note le côté culinarité qui est vraiment peut-être une barrière et le côté nutrition d'être alors on a vu qu'il y a pas mal de questions il faudra être très rassurant, c'est-à-dire bien faire la comparaison entre ce que peut apporter d'un point de vue santé les algues avec justement toutes les précautions que tu as rappelées aussi par rapport aux contaminations, parce qu'effectivement, on sent qu'il y a des freins. Et aujourd'hui, effectivement, le consommateur, c'est pas hyper clair ce que peut apporter d'un point de vue nutritionnel une algue. Donc, je pense qu'il va falloir travailler un petit peu ça. Évidemment, c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel. Quand tu compares, moi qui connais bien aussi l'Asie et notamment le Japon, on a une marche avant d'arriver à la consommation effectivement de l'Asie. Donc, on voit bien que les craintes qu'on peut avoir, même vis-à-vis du taux d'iode, peuvent être levées. Donc voilà, moi je trouve ça hyper intéressant. Il va falloir qu'on soit très innovant par rapport à la culinarité. Et c'est pour ça que d'ailleurs tu as dans le chat une proposition de travail avec une cantine aussi, ou avec une chaîne de restaurants. Donc voilà, moi d'un point de vue nutritionnel, je suis ultra convaincue. Je pense qu'il faudra effectivement trouver les usages et puis bien identifier. Alors ça, on retravaillera peut-être ensemble, mais la comparaison entre effectivement l'algue et par exemple de la salade. Ou des choses qui sont un petit peu des équivalents aujourd'hui. Donc là, on a passé beaucoup de temps sur la première. Mais parce que c'est super passionnant. Le sujet des algues. On va sûrement dépasser l'heure, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est. Ils regarderont plusieurs fois en replay s'ils ont quelque chose à faire après. Parce qu'on ne veut pas se passer de ces échanges passionnants sur ces nouveaux projets. Merci beaucoup, Vincent. Et donc, moi, on doit revoir d'ailleurs l'association Merci les algues très bientôt parce que je pense qu'il faut vraiment donner un coup de pouce. Bon, en tant que Bretonne, je vais œuvrer là-dessus. Maintenant, je me tourne vers Clément Poyade. Bonjour Clément. Alors, nous, on s'est rencontrés il y a super pas longtemps. Et évidemment, tout de suite, ça va. Oh, j'ai dit, candidate et tout, parce que c'est un sujet que je pense que je dois vacciner régulièrement, le sucre. Et Clément, il est cofondateur de Yancy, qui est une filière agricole bio de sirop de yacon. Alors, il va nous expliquer après ce que c'est, qui est unique en France et qui est la seule alternative au sucre qui est 100% naturelle avec un indice glycémique de 1. Et en plus, c'est hyper gourmand. Alors, Clément, est-ce que tu peux nous présenter Yancy, le yacon, le projet voilà, la parole est à toi. Carrément. Je vais partager mon écran du coup, puisque j'ai une petite présentation également. Allez, hop. Hop. Ok, est-ce que c'est ok? Voilà, nickel, voilà, tip top, c'est parti. Bon, déjà, merci pour l'invitation et merci Vincent pour cette super présentation sur les algues, c'était ultra intéressant. Donc nous, effectivement, on s'attaque au sujet du sucre. On s'attaque au sujet du sucre qui est pour le coup aujourd'hui devenu un enjeu sociétal et on s'en est rendu compte grâce à la personne qui est à l'origine de ce projet, qui est Thierry, qui a eu un diabète de type 2 il y a quelques années. Et donc, il y a deux choses qui l'ont marqué quand il a eu
son diabète du type 2. Le premier, c'est le manque de pédagogie de son médecin. C'est-à-dire qu'il a été chez le médecin, donc qui lui a annoncé son diagnostic qu'il était diabétique. Et le médecin lui a dit, c'est pas grave monsieur, vous allez prendre de l'insuline et finalement ça va passer. En fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et donc lui, il a vraiment décidé d'aller au-delà et de se renseigner sur l'importance et l'influence de l'alimentation et donc notamment du sucre sur sa bonne ou sur sa mauvaise santé. Et le deuxième problème, c'est qu'en cherchant à s'alimenter d'une nouvelle manière, en cherchant à réduire ses consommations de sucre, il s'est rendu compte qu'il affrontait certains problèmes de différents ordres. Le premier, c'est le goût. En fait, on a pas mal d'alternatives au sucre, notamment à la stevia, qui est assez majoritaire, mais qui finalement n'est pas très bonne. Alors, elle est pas mal saine par rapport aux autres et on va dire qu'elle est un petit peu la meilleure en termes de bénéfices santé et d'indice glycémique. Mais en revanche, elle a un goût qui est vraiment un peu dérangeant et en tout cas qui va faire que certaines personnes ont tendance à la laisser dans le placard. On va attiser la curiosité du consommateur, mais s'il n'y a pas une pathologie derrière, c'est pas quelque chose qui va devenir grand public. On a déjà d'ailleurs vu des industriels qui cherchaient à faire des produits à la stevia et puis qui ont arrêté au bout de quelques mois parce que finalement ça ne fonctionnait pas. Le deuxième problème qu'il a rencontré, c'est que finalement il trouvait certes des aliments qui avaient un indice glycémique plus faible, et qui pourrait lui permettre de s'alimenter correctement. En revanche, en creusant un peu, on se rend compte que c'est des aliments qui subissent des processus de transformation assez importants. Je pense notamment à tous les polyols, donc maltitol, érythritol, xylitol, etc. Et où le problème ne devient plus le diabète, mais il y a pas mal d'études anglo-saxonnes qui sont en train de tomber, où finalement ce serait le foie qui ramasserait. Donc bon, entre le diabète et le cancer du foie, il s'est dit, j'ai pas trop envie de choisir. Le troisième, on a des produits le sirop d'agave et le sucre de coco, qui sont mieux que le sucre de table, on ne va pas cracher dans la soupe, mais qui malgré tout, pour une personne qui est diabétique, ne pourront pas être consommées parce qu'elles ont un indice glycémique qui est entre 25 et 35. Et du coup, en cherchant, il a trouvé un sucre naturel qui effectivement s'appelle le yacon, donc qui est juste ici, qui est sous la forme d'un sirop. Le yacon à l'état brut, en fait, c'est une tubercule, donc c'est une poire de terre qui a vraiment qui ressemble vraiment à une patate douce, si vous voulez un petit peu la visualiser. Et quand on en extrait le jus de cette poire de terre et ensuite par système d'évaporation, on va obtenir un sirop d'yacon qui, du coup, lui, a un très bon goût entre le miel et le sirop d'érable, un indice glycémique de 1. Donc, si vous voulez à peu près une échelle, le sucre, on est à 70, le miel à 50, le sirop d'agave entre 20 et 35, et donc là, on est à 1. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un fort enjeu à ce niveau-là. Il est 100% naturel et donc il subit un processus de transformation qui est mineur. Et la cerise sur le gâteau, donc, et j'y reviendrai un petit peu après, c'est un produit qui peut aujourd'hui tout à fait se cultiver en France. Aujourd'hui, il vient du Pérou, mais qui dit tubercule dit que ça pousse un petit peu partout et donc il peut tout à fait se cultiver en France. Du coup, nous, on s'est lancé il y a 1 an, comme nos amis de chez Zalg. Donc j'ai les chiffres, mais je vais passer rapidement. En gros, ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'on a vraiment 2 canaux prioritaires. Un canal premier qui va être le site web, notamment avec une grosse communication sur les réseaux sociaux, et un autre côté avec des enjeux de distribution, donc de magasins bio et à terme probablement de GMS. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est qu'on a vraiment un rôle de pédagogie, on a vraiment un rôle d'information, on a vraiment un rôle d'accompagnement du consommateur dans cette transition. Parce qu'on s'est rendu compte aussi, en travaillant et en montant une entreprise dans l'agroalimentaire et dans la nutrition, que finalement, le consommateur, il ne connaît pas grand-chose de ce qui se passait dans son corps. Le seul savoir nutritionnel qu'il a, il a été éduqué et inculqué par des campagnes financées par des gros groupes industriels. Donc, on a vraiment un fort enjeu à ce niveau-là de pédagogie du consommateur. Donc, ça passe par une grosse communication sur les réseaux sociaux, ça passe par beaucoup d'animations dégustation en magasin et à terme aussi pas mal de collaborations avec des chefs, avec des pâtissiers pour vraiment faire rentrer ce produit dans le quotidien du consommateur. L'idée autour de Yancy, c'est pas seulement de créer du sirop d'yacon. Alors oui, ça va être notre cheval de bataille, on va dire, au moins pendant la prochaine année ou au moins pendant la prochaine année et demie. Mais l'idée, c'est en fait, grâce à cette tubercule, de pouvoir proposer des produits autour du petit déjeuner qui soient sans sucre et donc du coup ultra gourmands. Pourquoi le petit déjeuner? Parce qu'il y a une stat qui est assez parlante qui dit que l'OMS recommande de consommer environ 30 grammes de sucre par jour. Le consommateur français
moyen, on consomme 80 grammes dès le petit-déj. C'est-à-dire que dès le petit-déj, on a flingué notre journée pour la consommation de sucre. Alors, ça a des effets à long terme avec toutes les pathologies qu'on connaît, mais ça a aussi, bien évidemment, des effets à court terme, avec de la fatigue, du stress, de la mauvaise humeur, de l'anxiété, etc., etc. Et après, du coup, c'est vos collègues de boulot qui vous remercient de votre petit déjeuner un peu trop lourd. Et donc, autour de ce Yacon, on peut faire plein d'autres produits. Donc là, on a le sirop Yacon et des pâtes à tartiner qui sont, on va dire, une première gamme. La seconde, qui est une gamme de jus, où en fait, on a le même processus de transformation. On extrait le jus, on l'évapore, mais par contre, on l'évapore beaucoup moins. Et là, ça nous donne un jus qui a un très bon goût, un peu un goût de jus de pastèque. Il a l'avantage d'être assez neutre, sucré, au goût sucré mais neutre, qui nous permet de pouvoir le personnaliser assez facilement avec du curcuma, du gingembre, du citron vert ou ce que vous voulez. On va vouloir faire une gamme aussi de confiture, alors qui n'est pas une confiture parce qu'on n'a pas l'appellation, parce qu'il n'y a pas de sucre et c'est ça qui est bluffant. Il y a 0,0,0 sucre et pourtant ça a une texture de confiture et un goût de confiture et derrière des granolas. Vraiment l'idée, voilà, c'est de pouvoir venir fournir la table du petit déjeuner du consommateur avec des produits du coup qui soient sans sucre. Et donc dès le début, on a poussé en fait la démarche très loin. On s'est pas dit ok, on crée une marque avec les fonctions business à Paris et ensuite on fait tout sous-traiter par des usines qui sont un petit peu partout situées aux quatre coins de la France, de l'Europe ou du monde. Non, nous on s'est dit qu'on voulait vraiment avoir un produit de qualité, on voulait vraiment être maître de notre produit parce que c'est aussi un produit qui est assez innovant. Donc on a décidé de créer notre labo de production qui est en Auvergne, donc vers Vichy, ce qui nous permet du coup d'avoir une capacité d'innovation qui est ultra réactive, ce qui nous permet de répondre aux besoins du consommateur dans des délais qui défient absolument toute concurrence et qui vont aussi nous permettre de pouvoir développer des nouvelles gammes de manière assez facile. Et donc, comme je vous le disais, la cerise un petit peu sur le gâteau, et pour créer une entreprise la plus complète et la plus globale possible, on s'est dit qu'importer du sirop Yacon du Pérou, à long terme, ça nous posait un petit peu problème. Alors, on l'a fait la première année et demie, bien volontiers, parce que ça nous a permis de tester le marché. Maintenant qu'on est conscient qu'il y a un vrai marché qui est présent et que le consommateur, au niveau du sucre, là, il est vraiment en train de prendre conscience de quelque chose et qu'il a cette marche, en tout cas, de diminuer sa consommation, on s'est dit, finalement, le Yacon, poire de terre, pourquoi ça ne pousserait pas en France? Donc déjà, en commercialisant et en démocratisant ce produit, il y a pas mal de maraîchers français qui nous ont contactés en nous disant « Hello, moi ça fait 2 ans que je fais du Yacon, pour info, ça marche très bien chez moi ». Mais il n'y a pas eu d'acteur encore qui a eu cette démarche de création de filière, d'engager des agriculteurs, pas d'engager au sens... pas au sens propre du terme, d'engager vraiment autour d'une cause, de pouvoir les inciter à aller dans une transition de culture vers le Yacon, et où ensuite il y aura un acteur du coup qui s'engage à leur racheter l'intégralité de leur stock à un prix qui est défini au début de la saison pour pouvoir le transformer dans un centre de production qui serait du coup situé en France. Et donc là, on serait capable d'avoir un sucrant naturel qui est, comme je l'ai dit, donc, avec un indice glycémique de 1, 100% naturel, gourmand, et surtout made in France. Et donc là, on répondrait à pas mal d'enjeux au niveau du dynamisme territorial et de tout ce que peuvent subir les agriculteurs aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a reçu 3000 plants, là ils sont en train de pousser tout doucement en Auvergne. Cette première année sera vraiment une année de duplication, parce que les 3000 plants vont nous faire l'année prochaine 30 000 rhizomes, c'est multiplié par 10, et à partir de l'année prochaine, on pourra entrer dans une phase semi-industrielle avec les agriculteurs, avec la construction du coup d'une usine plus grosse, où on pourra nous assurer la transformation de la matière première. Voilà. Merci Clément. Alors, il y a énormément de questions pour toi dans le chat. Il y en a certaines auxquelles tu as répondu déjà au fil de long. Ouais. Voilà. Ouais. Avant de passer la parole à Marc, je vais me tourner vers Nathalie parce que je l'ai vu soulever ses sourcils et tout en tant que nutritionniste. Tu veux peut-être réagir tout de suite sur le point nutritionniste et après, je passerai la parole à Marc. Oui, en fait, et d'ailleurs, ça répond un petit peu aux questions. Quelle est la composition, en fait, du produit? Parce qu'effectivement, tu dis sans sucre, et il y a eu la question sans sucre ajouté. Quelle est sa composition nutritionnelle? Ouais, alors en fait, les glucides qui le composent sont des fausses. À 95%, les glucides qui composent le sirop Yacon sont des fausses, donc des fructo-oligosaccharides. Donc c'est pas du fructose, c'est pas du glucose. En fait, c'est des glucides qui ne sont pas assimilés par le sang et qui vont directement dans votre microbiote intestinal et qui servent de nourriture du coup à votre microbiote intestinal. Donc en plus de ça, et ça j'évite de le dire parce que sinon ça fait un petit peu trop de choses, mais en plus de ça, du coup, c'est un produit qui est riche en prébiotiques. Ouais.
Alors, je te dirais que ça me parle parce que j'ai lancé le premier produit il y a 25 ans en France qui était enrichi en FOS, donc fructo-oligosaccharides, qui est donc la bonne nourriture. C'était en fait pour dans la logique de réintroduire des bonnes bactéries dans l'intestin. Ouais. Donc, il y avait soit on en apporte des vivantes, c'était la stratégie Activia, soit on donne de la bonne nourriture aux bactéries qui permettent justement de développer les bonnes bactéries comme la flore bifide, donc fructo-oligosaccharides. Donc, c'est ça la composition, c'est des fructo-oligosaccharides, donc qui effectivement ont un Exactement. index glycémique extrêmement intéressant et surtout effectivement qui nourrissent. Donc, il y a aussi tout l'enjeu du microbiote dans ce type de produit et donc qui nous donne une sensation un petit peu sucrée, mais qui n'apporte pas ni de glucose, ni de fructose, ni de saccharose, quoi. Exactement. Ben, on regardera ça plus dans le détail parce que je pense qu'il faut aussi beaucoup argumenter sur ce type parce qu'on voit bien aujourd'hui les consommateurs, il y a effectivement la santé et la culinarité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on… Et là, la santé, ça fait partie sur tes produits vraiment de critères importants. Donc, on en reparlera très vite. Marc, merci. Avec Ouais, de plaisir. toute façon, attends, hein, Clément, c'est pas fini. Puis tu penses à répondre au fur et à mesure après aux questions dans le chat parce qu'il y a aussi des propos de Ouais. collab et tout. Marc, je me tourne vers vous. Vous avez sûrement des questions à Clément hein, sur ce sujet qui est très original. Hein, on verra. Ah oui, 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 très, très original. Merci pour cette présentation. Alors, effectivement, moi, j'ai une question enfin, voilà, c'est des questions que nous, on se pose très souvent. Comment vous sourcez les différents ingrédients de vos produits et surtout, selon quel cahier des charges ou quels critères? Bien évidemment, il y a une logique Alors, de durabilité derrière ma question. complètement, ouais. Alors, le cahier des charges a été ultra strict puisque nous, on va dire que notre enseigne de distribution rêve, c'était Biocop et donc on a construit l'entreprise pour rentrer chez Biocop. Donc, à partir de là, le cahier des charges du sourcing est réalisé de manière très stricte. Aujourd'hui, en fait, on source quand même essentiellement en Europe, notamment parce que pour l'instant, dans la tartinée, il y a essentiellement de la noisette. Aujourd'hui, il est vrai que le sirop Diacon vient du Pérou, que le Pérou, du coup, gère 95% de l'exportation du sirop Diacon mondial. Le problème avec le Pérou, et comme dans beaucoup de cas, surtout sur une culture qui n'est pas encore très connue, c'est que si on ne creuse pas et si on ne sort pas un peu de sa zone de confort, il y a un trader qui a un bureau à Rotterdam et qui a un agent au Pérou, et du coup c'est lui qui gère toute la partie importation et que ça reste quand même assez opaque. Donc c'est pour ça que nous on a décidé déjà de créer cette filière en France. C'est pour éviter de faire venir des produits de l'autre bout du monde. Malgré tout, on est conscient que la filière en France, c'est quelque chose qui va prendre au moins 2 ou 3 ans à se construire avant qu'on puisse achalander notre production de sirop Diacon grâce à du sirop Diacon made in France. Et donc, entre-temps, on est aussi en train de casser les intermédiaires et tous ces traders en France pour aller vraiment au cœur chez l'agriculteur au Pérou, où on se rend compte de beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est qu'il n'a pas les moyens de se payer son label bio parce que c'est pas son trader qui va le faire et parce que un sirop Diacon, vu le prix qu'il coûte aujourd'hui, il est quand même assez inconcevable de le vendre bio. Donc, du coup, on finance des labels bio auprès de l'agriculteur. Et voilà, en fait, au début, en fait, on a été obligé de se lancer et donc on a dû passer en partie par ces traders pour tester, comme tu le disais, s'il y avait un marché. Maintenant qu'on sait que ça marche, on squeeze toute cette étape d'intermédiaire. Thierry, qui est mon associé, du coup, qui est à l'origine la personne qui a été diabétique, part au Pérou cet été avec cette volonté de financer des labels bio et de pouvoir les équiper en machines parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ils pèlent la tubercule à la main, ils la lavent à la main et donc on pourrait vraiment leur faciliter la vie en leur fournissant des équipements qui sont en plus pas très très cher non. Mais là, voilà, il y a vraiment une volonté, quoi. Il y a la volonté de créer en France, mais aussi de pouvoir, on va dire, faire passer une étape à cette filière au Pérou. Et derrière, quand la filière sera créée en France, ce sera bien évidemment, on ne va pas les abandonner et les laisser tout seuls. Ça nous fera un premier pied pour aller attaquer le marché américain. Et les autres ingrédients, parce que là, vous ciblez sur l'ingrédient principal, mais ma question, elle était large sur l'ensemble des ingrédients que vous utilisez. Alors, c'est que vous avez été sur notre site, c'est ça? Oui. Oui, alors le Sachanchi, on arrête complètement. Là, on termine nos stocks et du coup, si c'est là que vous voulez en venir. Pas forcément, non, c'est l'ensemble des ingrédients que vous utilisez dans vos différentes recettes. On a du coup de la noisette et du sirop Diacon pour le praliné. On a une huile de Sachanchi qui est en commerce équitable et qui vient du Laos. C'est pareil, on va probablement passer à de l'huile de colza assez rapidement pour qu'on ait une huile qui soit riche en oméga 3. Et ensuite, le cacao qui est aussi commerce équitable, du coup, qui est commerce équitable et bio. D'accord.
Ok, merci. De rien. Merci Marc. Alors je vais rebondir sur une question de Bénédicte qui dit quels sont les besoins pour la culture de Yacon alors en France et est-ce que du coup le Massif central, hein, vu qu'a priori c'est là que vous êtes installé, c'est propice à la culture de ce tubercule? Ouais, alors c'est assez simple pour le coup. Le Yacon demande deux choses. La première, c'est une terre qui est sablonneuse pour que vraiment la tubercule puisse prendre de la place sous terre et que ce soit pas une terre argileuse qui est vraiment mastoc. Donc ça, on en trouve assez facilement. Il est clair et net que les terrains les plus propices sont les terrains qui sont sur le bassin atlantique qui remontent jusqu'à la Normandie. Malgré tout, nous, pour débuter cette filière, on a trouvé assez facilement chez nous. Et on a un deuxième besoin qui est un besoin d'eau. Alors que l'on peut facilement upgrader parce que c'est une plante quand même qui a besoin de beaucoup d'eau. Mais du coup, on est aussi en train de réfléchir à des systèmes d'arrosage en goutte à goutte qui permettraient d'économiser jusqu'à 50% d'eau. Parce que en fait, la plante monte très haut, donc les tubercules poussent sous terre, la plante pousse très haut, et finalement, on a simplement besoin d'arroser le pied de la plante et de pas asperger toute la plante. D'accord, donc il y a quand même un travail qui est fait là au niveau de l'eau, voilà. Et pour répondre, la région de Massif central, donc c'est propice à ce genre Ouais. de culture, ouais. Ouais, complètement. Ouais, Massif central. Honnêtement, alors je sais pas où vous habitez, mais vous pouvez en faire pousser vraiment un peu partout, hein. Il y en a qui en font en Vendée, il y en a qui en font un petit peu plus dans le sud de la France. Comme je vous dis, vraiment l'élément clé, c'est une terre sableuse et pouvoir quand même arroser de manière assez régulière. Alors, j'ai une dernière question avant de passer à Louis et à Maya, parce qu'elle a été posée dans le chat, donc tant qu'à faire, on peut faire un appel. Qu'est-ce que vous recherchez actuellement pour structurer cette filière? Est-ce que vous avez besoin d'associés, voilà, de quoi vous avez besoin pour structurer cette filière actuellement? Alors déjà, on est ouvert à tout type d'échange, donc n'hésitez pas à nous contacter. Là, effectivement, je vais répondre aux messages, je vais essayer de ne pas en oublier. On va chercher du coup effectivement, alors soit des personnes qui ont déjà eu potentiellement une expertise là-dedans. On va également avoir besoin de faire financer des études agronomes pour faire des études sur est-ce que le sirop diacone n'appauvrit pas les sols, est-ce qu'il les appauvrit ou est-ce qu'il les enrichit, pour avoir un petit peu plus de data aussi sur l'arrosage. Enfin, on va vraiment avoir besoin d'avoir un tampon scientifique qui appuie aujourd'hui tous nos propos. On a pas mal d'études qui viennent du Pérou, mais malgré tout, on veut réitérer ces études-là en France. Et on va du coup, bien évidemment, aussi rechercher beaucoup d'agriculteurs à terme. Bon, ben, l'appel est lancé, hein, Marc, Nathalie. Voilà. Super. N'hésite pas à répondre à Clément dans le chat. Ouais. Et de toute façon, si vous n'avez pas répondu à toutes les questions, ça je le dis pour nos intervenants, on vous enverra la copie du chat et vous pourrez continuer à répondre. Et pour les personnes qui sont participants, et il y a énormément de monde aujourd'hui, hein, on a plus de quasiment 60 personnes, vous rappelez que j'ai mis sur toute la partie invitation, il y a des liens vers tous nos intervenants du jour. Si vous voulez les contacter en direct, voilà, il n'y a aucun souci. Vous pouvez nous contacter, Nathalie et moi, on fera le relais évidemment. Je vais me tourner maintenant vers Louis. Bonjour Merci Louis. beaucoup à vous. De rien, merci Clément. Et n'hésite pas à Merci répondre. Clément, ouais, super intéressant et on Ouais, va creuser la composition nutritionnelle justement. Ah ouais, parce que le sucre, c'est, j'en ai ras-le-bol de dire c'est un vrai sujet, mais c'est Et plus nous, sérieux. en agronomie, si on peut vous apporter des choses. Ah bah Marc, avec j'osais pas plaisir. dire. Ben voilà, Marc de Demain la Terre, hein, je pense que pour cette partie agronomie, voilà, bah écoutez, on fera les mises en relation après. Je me tourne vers Louis. Alors Louis, tout ce qu'il a dû entendre, ça a dû lui titiller l'oreille, hein, parce qu'il y a plein de choses, à mon avis, que vous pourrez mettre en œuvre dans votre travail. Tu es cofondateur de Maya. Et vous avez en fin de compte co-construit avec des acteurs, une centaine d'acteurs du métier, un logiciel de gestion qui est accessible à tous. Et ce logiciel les aide à concevoir des menus durables, donc avec du Yacon et avec des algues, en leur faisant gagner du temps sur des tâches administratives, le suivi de budget et la communication. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet, Louis? Alors, je crois qu'on avait une petite présentation. Hop, je vais enlever celle de Clément. Et puis, poum, je vais revenir à la tienne. Poum. Voilà, Louis. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Et ce qui est assez drôle, c'est que Maya, c'est vraiment né d'un projet de recherche. Et je crois qu'on a un peu la même question que le titre du webinaire aujourd'hui. On s'est vraiment posé la question de comment est-ce qu'on pourrait accompagner cette transition alimentaire efficace, et puis pour tous. Et c'est vraiment ce qui nous a intéressés. Et
Et là-dessus, on est arrivé sur la problématique de la restauration collective. Parce qu'on se rend compte tous on le voit tous les jours, les enfants ils mangent trop gras, trop salé, trop sucré, aussi trop avec trop d'additifs, et ce qui mène à de plus en plus de maladies. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 7 enfants sur 10 qui mangent de la cantine. Donc en fait, il y a un moment, une opportunité pour sensibiliser toute une génération à une alimentation plus saine, plus équilibrée, plus durable. Et d'autant plus que la restauration collective, on le sent aujourd'hui, est vraiment sous le joug des médias. On l'a vu aussi au municipal, au régional, même au présidentiel. La restauration collective devient un sujet populaire. On comprend de plus en plus l'empreinte environnementale de notre alimentation. Puis il y a tout l'aspect réglementaire. Donc on se dit que c'est la restauration collective est en pleine révolution. Puis quand on regarde un petit peu, notamment les ambitions de la loi Egalim en termes d'achat, de gaspillage, de communication, on se rend compte qu'il y a une vraie volonté. Mais cependant, on y est très très loin. En termes d'achat, par exemple, la loi Egalim demande 50% de produits durables, 90% de produits bio au 1er janvier 2022, donc il y a 5 mois. On est, d'après les estimations, qu'à 10% de produits durables, dont seulement 4% de produits bio. Pareil pour le gaspillage, on est toujours à un tiers des assiettes gaspillées. La communication est très compliquée. Et puis le végétarien, on n'a pas toujours des plats végétariens faits maison. Du coup, on s'est même posé la question si c'était possible, en fait, de faire cette transition. Est-ce que la restauration collective était capable d'intégrer plus de produits bio et durables, rien que sur cette question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de notre recherche, on a identifié des territoires, des structures qui y arrivaient. Et je trouve que ce graphique est assez parlant. C'est un graphique d'une étude du PAT de Dinan Agglomération, qui pendant 5 ans a vraiment chiffré les budgets de toutes ces structures et calculé le pourcentage de produits dits durables. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas de réelle corrélation entre le budget et le pourcentage de produits durables. Parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était plus l'intégration de bonnes pratiques qui permettait d'aller un petit peu plus loin. Et je trouve que l'exemple du gaspillage est un bon exemple parce que, en fait, il y a énormément de rapports qu'on découvre pour voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Et notamment sur le gaspillage, il nous est recommandé de trier, mesurer, d'arriver à représenter combien est-ce qu'on gaspille par convive, d'ajuster nos fiches techniques. Lorsqu'on fait notre menu, de calculer combien est-ce qu'il me faut combien est-ce que j'aurai de convives, est-ce que vraiment tous les convives vont manger tant et tant de cette recette, combien est-ce que je vais commander au plus juste, puis le jour même de production, recalculer. En fait, c'est ce qu'on peut voir comme bonne pratique, mais concrètement, c'est extrêmement compliqué pour la restauration collective. Qui est-ce qui va trier, comment est-ce qu'on va mesurer, comment est-ce qu'on va représenter, qui va utiliser un fichier Excel, comment on va ajuster sur une fiche technique, alors que la plupart des cuisines n'ont pas de fiche technique, donc ne sont pas capables d'ajuster les grammages ou les quantités. Pareil, recalculer les quantités à commander pour une journée. Si on a 5 recettes avec 5 ingrédients chacune et 3 publics différents, primaire, maternelle, adulte, ça nous fait plus de 75 calculs. Donc en fait, on va juste pas le faire. Et c'est vraiment le constat qu'on a fait au fur et à mesure, c'est qu'on s'est rendu compte que le métier de cuisinier a extrêmement évolué. Si déjà c'est une prouesse de préparer 100, 200, 300 repas tous les jours, le métier devient extrêmement complexe. On doit construire des menus très compliqués au niveau nutritionnel, gérer un budget, les contraintes techniques, le temps de préparation, le coût. Sur la loi Egalim, il va falloir mesurer les pourcentages de produits bio et durables en volume d'achat, fixer les allergènes, les labels, l'origine des produits. Bref, on va sur de plus en plus de complexité et on veut intégrer de plus en plus de saisonnalité et de localité. On a fait le constat que ces cuisiniers, dont 60% sont en autogestion, donc vraiment gèrent eux-mêmes leur cuisine, n'ont pas les outils, le temps et les compétences pour aller plus loin. De ce constat-là, on a essayé de travailler sur 2 points. Leur faire gagner du temps. Quand on passe plus de 2 heures sur la partie administrative par jour, on n'arrive plus à cuisiner des produits bruts. Je pense que c'est l'essentiel. Et dans un second temps, être capable de réadapter leur menu. Si on n'est pas capable d'adapter son menu, on ne va jamais pouvoir changer ses approvisionnements. La plupart du menu. Et c'est là qu'on a créé Maya, comme vous l'avez dit, vraiment en collaboration, en co-conception avec des acteurs métiers, avec des cuisiniers, des diététiciens, des acheteurs, ce qui nous a permis d'avoir un outil qui est pensé un peu totalement différent, qui part vraiment du menu. On est avant tout un outil d'aide à la conception du menu, où le cuisinier va pouvoir accéder à plus de 2000 fiches techniques, les ajuster s'il le souhaite, les choisir en fonction de la saisonnalité, des critères nutritionnels, de son budget, et composer ainsi au fur et à mesure son menu qu'on souhaite le plus de saison et avec le plus de produits bruts possible.
Et ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que de là, on va gérer ses commandes, ses stocks, tout ce qui est la partie de suivi, donc pourcentage de produits bio, labellisés, le suivi du budget, du gaspillage des effectifs. Et on va gérer également toute la partie communication, donc soit en imprimant un petit menu qu'on peut afficher en salle, soit en communiquant directement avec une application mobile pour avoir notamment toute l'information réglementaire, label, allergène, origine, mais aussi communiquer de plus en plus sur les avancées de notre cantine et justement notre relation avec des producteurs locaux ou autres. Donc voilà pour cet outil de gestion. On s'est créé en août 2020. Aujourd'hui, on est présent sur un peu plus de 250 cantines, ce qui représente 25 000 élèves. Et on commence à se diversifier de plus en plus sur les EHPAD, les centres de vacances, départements, régions, etc. Et ce qui est vraiment important, je pense, c'est à quel point on est rentré dans l'écosystème de la restauration collective, beaucoup par le monde de la bio, mais un peu de façon générale pour justement arriver à concevoir un outil le plus adapté possible et le plus près des pratiques. Et puis maintenant, on est une petite équipe. Aujourd'hui, on est d'ailleurs même, c'est pas à jour, on est 17 à travailler sur ce projet parce qu'il y a de gros enjeux. Merci beaucoup, Louis. Une sacrée équipe, 17. Déjà quand même. Il y a déjà des gens qui demandent si vous cherchez des collaborateurs. Hein, tu vois, déjà, je me tourne vers vous, Marc. Peut-être une question à Louis. Oui, alors en plus c'est un sujet qu'on connaît parfaitement parce que nos producteurs sont soumis auprès de leurs clients aux exigences de la loi Egalim. Alors du coup j'ai la question suivante, comment est-ce que votre logiciel intègre la traçabilité des différents ingrédients qui composent les recettes et les menus? Comment vous assurez cette logique de traçabilité et comment s'assurer qu'ils entrent bien dans le cadre des exigences Egalim? Ok. Alors, je vais répondre à la question en 2 points. Sur un point qui est un peu un point central de notre outil, c'est que toutes les fiches techniques, elles sont construites avec des aliments génériques. Donc, ça veut dire que dans ma fiche recette, j'aurai pommes brutes, tomates brutes, etc. Ce qui nous permet de partager des recettes et ce qui nous permet de vraiment savoir ce qu'il y a. Et c'est qu'au niveau de achat que ça va se connecter aux produits des fournisseurs. Donc, je vais identifier que j'ai besoin de pommes et là, l'algorithme va chercher dans ma mercuriale qu'est-ce que j'ai comme pomme. Pourquoi ça c'est intéressant? Parce que dès le début, on peut fournir plein de fiches techniques aux cuisiniers qui n'en ont pas. Et ce qui nous permet aussi d'ajuster. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux décider de prendre cette pomme chez ce fournisseur ou chez ce fournisseur en fonction des conditions climatiques, des approvisionnements, sans changer ma fiche technique. Du coup, ça veut dire qu'au préalable, on intègre les mercuriales de tous les fournisseurs. Donc, chaque fois qu'on va intégrer une nouvelle structure, on va soit contacter le fournisseur, soit la cantine peut nous donner directement la mercuriale, et nous, on va la traiter. Ça veut dire que actuellement, les mercuriales sont pas très, très bien structurées et sont toutes sous des modèles différents. Donc, nous, on va prendre le temps de structurer chaque mercuriale pour avoir bien les informations de conditionnement, de label, et que toute la donnée soit propre, ce qui nous permet d'avoir une traçabilité vraiment très intéressante. D'accord. Autre question, Marc, non? Non. Voilà, c'est un sujet qui est central parce que beaucoup de structures de restauration ont beaucoup de mal à tracer les produits et surtout à savoir si les produits rentrent bien dans le cadre de la loi Egalim, oui ou non. Et ça, c'est le plus gros des enjeux, d'arriver à cibler est-ce que tel ingrédient, tel aliment rentre bien dans le cadre de la loi Egalim, oui ou non. Moi, j'avais une petite question, c'est est-ce que vous avez déjà des retours, voilà, et quels sont-ils, et quelles sont vos perspectives en définitive dans ce cadre, en fin de compte, assez contraint maintenant de la loi Egalim? Les retours, ils sont progressifs, parce que c'est quand même un très gros outil de gestion, donc on n'était pas 17 au début, on était 2, donc on monte progressivement, et l'équipe s'est beaucoup agrandie ces derniers mois. Ce qu'on peut voir sur déjà les premiers retours qu'on a sur l'approche menu, de vraiment centrer sur le menu, et notamment sur des toutes petites structures, parce qu'au début, c'était nos cibles. Et je pense que je peux donner l'exemple de notre tout premier client, qui est la petite commune de Tavers.
120 couverts. C'était vraiment une personne, pas de formation de cuisine, pas de fiche technique. Elle avait un livret avec 20 recettes, qui étaient les recettes de sa prédécesseuse, qui aujourd'hui utilise nos fiches techniques. Donc déjà, a mis de son côté son livret. Il y a des nouvelles recettes toutes les semaines avec des produits bruts et de saison. Donc déjà, maintenant, on a un menu équilibré. Elle ne savait pas ce que c'était un plan alimentaire. Maintenant, elle suit son plan alimentaire. Elle met des recettes variées avec des produits bruts, ce qui permet d'augmenter son approvisionnement chez son maraîcher. Parce qu'elle a un maraîcher sur la commune. Avant, quand il y avait des nuggets, elle ne pouvait pas se sourcer chez son maraîcher. Donc, on a déjà des effets sur un changement de menu. D'ici, je pense, 1 an, on pourra être capable vraiment de mesurer à quel point ça a augmenté l'approvisionnement, à quel point on a pu réduire le gaspillage. Mais en tout cas, on voit déjà un changement de mentalité, de pratique. Et cette dame qui savait, pour le coup, on était vraiment sur une toute petite structure. J'ai dû allumer l'unité centrale parce qu'elle n'avait jamais utilisé d'ordinateur. Maintenant, elle utilise notre outil très facilement. Elle suit son gaspillage et mène des menus équilibrés. Donc, je pense que c'est une première petite réussite. En termes de développement, aujourd'hui, on était vraiment centré, auparavant, sur des petites structures, parce que déjà, avec un outil simple, on leur permettait d'aller plus loin. Aujourd'hui, on est en collaboration avec une structure de 8000 couverts dans l'Île-de-France, donc pour permettre à partir de septembre de pouvoir vraiment traiter tout type de structure de restauration collective. Et si on était principalement axé sur les communes, maintenant on se diversifie sur les EHPAD, les centres de vacances, les départements, les régions, les comités de communes. Partout où on mange, en fait, finalement, on peut aider à utiliser un peu tous ces leviers sur un territoire pour justement peut-être accompagner la réorganisation des filières. Parce que c'est quand même de la commande publique. Et quand on associe un EHPAD, un hôpital, les collèges et les communes, là, on peut vraiment réorienter ces approvisionnements. Louis, on a une question avant de passer la parole à Nathalie. Le coût de cet outil? Oui. Et je vois juste qu'il y a une petite question aussi sur SQL. En effet, tout ce qui est valeur nutritionnelle est basé sur SQL et on en fait aussi l'empreinte carbone avec Agribalis de l'ADEME. Sur le coût de l'outil, en fait, il dépend vraiment du module choisi. On a plusieurs modules et de la taille des cantines. Ce qui nous permet d'équiper des structures de 40 couverts comme de 8000 couverts. Sachant qu'on a aussi des stratégies de travailler à l'échelle des PAT, des comités de communes, où là, on a un prix dégressif qui permet vraiment d'équiper tout type de structure. Ce qu'on a voulu, c'est quelque chose d'accessible, autant au niveau de la mise en place. Les cuisiniers sont opérationnels limite dès le premier jour. De l'accessibilité à comprendre l'outil et aussi du modèle économique. On voulait mettre personne de côté. Et je pense que c'est un maître mot. Ça me faisait penser à une idée pour vous. Il faudra qu'on en parle, Louis, tout à l'heure. Merci, Louis. Nathalie? Moi, je ne peux que applaudir parce que j'ai vu que la démarche, effectivement, elle part sur cette notion de semaine équilibrée avec plus de produits bruts, etc. Donc voilà, c'était aussi ma question par rapport aux valeurs nutritionnelles de référence. Donc voilà, je pense que effectivement toutes ces démarches auxquelles on veut donner un coup de pouce doivent partir avec de la santé et de la planète. Et là, voilà, on ne peut pas pousser une démarche qui n'aurait pas de sens au niveau de l'équilibre alimentaire. Donc, forcément, je trouve ça hyper intéressant. Et la variété, puisque effectivement, notre santé dépend aussi de toute cette richesse de nutriments qu'on aura via les aliments variés. Donc, vraiment bravo. Et on regardera dans le détail. Et si on peut vous donner encore d'autres coups de pouce, eh bien, on ne manquera pas de le faire. Parce qu'on ne l'a pas dit au début, mais le prochain grand rendez-vous qu'on aura pour mettre en avant toutes ces initiatives, ce sera le CIAL. Il faudra qu'on commence à en reparler, mais on l'évoquera à la fin du webinaire. Et je dis toujours, comme je l'ai dit pour les autres, Louis, il y a des questions qui te sont personnelles. Et alors là, par exemple, on nous demande, est-ce que tu travailles, salut Louisa, avec Sodexo et Eurest? Pas encore. Non, pas pour l'instant, parce qu'on s'est plus centré sur l'autogestion. Mais hier, on a signé avec notre première petite entreprise de restauration déléguée. Sachant que ces gros acteurs, ils ont quand même des outils assez complexes pour l'instant. On n'était pas capable d'équiper un acteur comme Sodexo qui fait plus de repas que McDo quand même dans le monde. Donc allons-y étape par étape. Mais potentiellement, on sait qu'ils ont un gros projet sur les JO. C'est quelque chose qu'on aimerait peut-être essayer de collaborer là-dessus. Et une autre petite question, et après on passe à Anne, la seule femme qui est là. Avez-vous inclus le vrac sur votre application? Alors, c'est vraiment plus une question un peu technique.
C'est surtout qu'on est sorti un peu des calibres. En gros, on n'a pas voulu que dans notre mercurial, ça soit juste des calibres de produits, mais qu'on peut travailler justement sur des caisses, par exemple, de 5 kilos de pommes et d'avoir une estimation de combien de pommes ça fait. Bon, il faudra vraiment rentrer plus dans le détail pourquoi on a fait ça, mais notre plus gros partenaire, c'est le réseau Manger Bio, qui est un réseau de 25 coopératives bio qui fournit à plus de 4000 restaurants collectifs. Donc, on est aussi dans cette démarche de vouloir comment est-ce qu'on favorise justement l'approvisionnement sur des structures qui sont un petit peu peut-être moins calibrées, mais tout aussi bon, voire peut-être même meilleur. Donc Louis, je t'invite à répondre à Bénédicte qui a plein de questions encore. Où est-ce que vous êtes et tout. Voilà, je vous laisse faire ça. Et je vais me tourner vers Anne. Bonjour Anne. Alors Anne, vous êtes une entrepreneuse foodtech et vous avez créé BioAlva qui a en fin de compte pour but de développer des substituts peu transformés équivalents aux poissons en termes de goût, de texture et de valeur nutritionnelle. Et ces substituts sont à base d'algues marines et de légumineuses bio. Alors, est-ce que je peux vous laisser nous présenter cette entreprise de la foodtech, Anne? Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'ai de temps en temps un petit problème d'internet. Donc, si jamais ça ne marche pas, n'hésitez pas de me dire. Oui, on voit. Non, là, ça a l'air de bien capter. Voilà, ça a l'air de bien y aller. Là, vous pouvez y aller, Anne. Est-ce qu'Anne a une présentation? Parce que là, c'est toujours. Non, je n'ai pas de présentation pour Anne. On va peut-être enlever. Oui. Ah bah, oui, j'ai une présentation. Ah bah super. Ah bah nickel. Vous voulez la passer? Oui. Alors, je vous laisse. Ouais, alors... On pourra dire merci les algues nous ont bien inspirés. Parce qu'on là, on est autour de la mer. C'est un vrai enjeu de développement. À toi, Anne. Oui. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Anne Nguyen et je suis ingénieure en agroalimentaire. Et donc, je veux travailler sur un problème qui est assez global, qui est la surpêche, et pour proposer une solution. Et donc, en fait, ça vient un peu de mon expérience professionnelle, parce qu'au début de carrière, j'ai travaillé dans les plats préparés, et notamment avec du poisson. Et j'ai réalisé que la quantité de poissons qu'on achète et qu'on vend chaque jour. Et avec ça, j'ai grâce aussi à l'entreprise que j'ai appris qu'il y a le problème de la surpêche, qui est un problème global, parce que selon les statistiques, durant les 50 dernières années, on a déjà pêché plus de 50% des ressources marines. Et en plus, il y a des grands bateaux de pêche qui cherchent avec les filets, on ramasser un peu le fond de la mer. Et ils peuvent ramasser les poissons de toute taille. Et en effet, il y a 40% des poissons sont pêchés par erreur. Et ça fait vraiment mal au cœur de savoir sur ces sujets. Et en plus, si on continue comme ça, le FAO a estimé que jusqu'à 2050, on n'aura plus de poissons dans la mer. Et du coup, pour moi, je trouve que c'est exigeant de trouver une solution pour contourner un peu ce problème. Et en fait, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en fait, personnellement, je suis consommatrice du poisson, comme beaucoup d'entre vous. Et je viens chercher le poisson, donc notamment pour son goût, la texture assez différente à la viande et autres, et aussi pour les nutritionnels du poisson. Et donc, avec ça, en fait, je me suis approchée de plusieurs personnes et on m'a parlé de oui, on veut trouver des alternatives végétales au poisson et qu'il existe déjà plusieurs alternatives végétales à la viande, aux produits laitiers, etc. sur le marché. Mais il y a beaucoup de personnes qui se questionnent un peu sur le côté ultra transformé de ces produits, parce que quand on voit la liste des ingrédients avec beaucoup d'additifs, etc., ça fait un peu peur.
parce que le consommateur ne veut pas, c'est un dilemme pour eux de devoir choisir entre la surpêche, les problèmes environnementaux ou leur santé. Et dans ce contexte, je me suis dit que je recherchais quelque chose donc, voilà, qui peut remplacer le poisson dans notre alimentation quotidienne, mais qui doit être local et peu transformé aussi. Et dans ce contexte, je me suis rapprochée des algues marines et les légumineuses. Et donc, je cherche les algues marines et les légumineuses donc, de cultiver en France et de sources bio, et avec un procédé de fabrication innovant, avec plusieurs étapes, mais que des procédés simples. Et c'est la transformation en France aussi. Nous pouvons obtenir des alternatives équivalentes au poisson en termes de texture, de goût et aussi de nutritionnel. Et donc, à terme, je souhaite vendre le produit à la fois en B2C, en GMS, dans les magasins bio spécialisés, mais aussi dans la restauration commerciale et collective. Et le produit est bien sûr accessible à tout le monde. Donc les véganes, les végétariens, les flexitariens, ce sont ceux qui se rapprochent en premier de ces produits. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes allergiques aux poissons jusqu'à maintenant qui n'ont pas de source, de bonne source de oméga 3 par exemple. Et ils peuvent finalement consommer, entre guillemets, le poisson avec le goût et le nutritionnel du poisson. Et donc, parlons un peu plus de la technique. Et donc, en fait, avec les deux ingrédients principaux qui sont les légumineuses et les algues, je suis en train de développer donc plusieurs gammes de produits. Donc, en fait, avec les légumineuses, nous pouvons trouver donc les protéines, une partie du fer. Et donc, les légumineuses nous aident à apporter la texture, la forme et aussi le visuel des différents produits substitués, et aussi une grande partie des protéines. Les algues marines nous aident à apporter donc l'odeur, le goût iodé, comme a bien signalé Vincent, et aussi les acides oméga 3 et d'autres oligo-éléments qui sont essentiels pour notre santé. Voilà, du coup, sur le marché actuellement, donc, il y a déjà plusieurs alternatives végétales aux poissons qui existent. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se trouvent plutôt à l'Amérique du Nord, comme Good Catch, Garden, et une grande entreprise asiatique qui est Omni, etc. Et en France, nous avons donc plusieurs entreprises comme Angama, Odontella et Umiami, et les produits de Findus, qui Nestlé, qui commencent à apparaître aussi. Et la différence entre nos produits et leurs produits, donc déjà, c'est nous utilisons des matières premières très simples, les matières premières brutes et ordinaires. Et il n'y a pas d'additifs ajoutés. Et donc, ça demande des technologies assez avancées. Et en France, il y a une première entreprise qui a commercialisé les alternatives végétales aux poissons, utilisant les algues marines comme nous, les macro-algues comme nous, c'est Omnami Food. Après, il y a Angama et Odontella qui ont des produits, mais plutôt à base de micro-algues et d'extraits de macro-algues. Donc, pour la feuille de route, en fait, nous souhaitons d'ici 2023 de pouvoir commercialiser la première gamme de produits et la deuxième gamme de produits donc, en 2024. Donc, actuellement, notre projet est incubé au sein du Foodie Lab de AgroParisTech et est soutenu dans un programme Romeninari-Tech, donc par Ruila Incubateur au féminin et McDonald's France. Merci Anne. Merci. Alors, avant de passer la parole à Marc, il y a Karen Birstein qui a tout de suite une première question. On parle de quel poisson? Elle nous dit le cabillaud n'a pas vraiment le même goût que le saumon, par exemple. Alors, vous pouvez nous répondre? Quel poisson et quelle légumineuse Ouais, voilà, vous mettez dans vos recettes. Oui.
Donc, en effet, les poissons que nous souhaitons substituer, ce sont des poissons qui sont les plus consommés en France. Et donc, selon les sondages ou autres, c'est le saumon, le thon, le cabillaud. Et après, il y a des petits poissons comme les maquereaux ou les sardines. Et en fait, pouvoir les substituer, ça demande donc des fiches techniques, des cahiers des charges différents, avec bien sûr la composition différente des matières premières pour pouvoir obtenir le produit avec un goût, une texture et bien sûr les nutritionnels proches du poisson en question. Et concernant les légumineuses, donc nous utilisons les légumineuses cultivées en France, et donc notamment les pois chiches, les lentilles, les haricots, les flageolets. Et sur le marché, par exemple, il y a beaucoup d'alternatives végétales utilisant le soja. Et nous savons que la filière de soja a juste commencé de développer en France. Il y a beaucoup qui sont encore importés depuis le Brésil ou autre. Et du coup, nous souhaitons plutôt utiliser des légumineuses déjà bien connues en France, bien cultivées depuis longtemps en France, comme celles que je viens de citer. Merci Anne-Marc. Une petite question, ou des petites questions. Hein. Oui, alors merci pour cette présentation. Moi, j'avais deux petites questions qui concernent plutôt les commerciales, à savoir sur quel marché ces produits sont-ils commercialisés et puis quelle est la perception des consommateurs par rapport à ça? Oui, donc je souhaite commercialiser en GMS, dans les rayons bio et aussi dans les magasins spécialisés comme Biocoop, La Vie Claire, etc. Et aussi en restauration collective, commerciale. Donc parce que le produit, comme c'est un substitut de boisson, donc ça, on peut avoir beaucoup de canaux de distribution assez différents. Et concernant la perception du produit et en effet, dans les consommateurs, comme j'ai pu expliquer au début, ils sont trouvés en difficulté de devoir choisir entre protéger la planète ou protéger leur santé et ne pas consommer les alternatives ultra transformées, etc. Et dans ce contexte, de pouvoir leur proposer quelque chose sain à la santé et sain à la santé de la planète, ça leur convient très bien. Et ce que j'ai déjà effectué dans plusieurs sondages à petite échelle, et le retour des consommateurs, c'est plutôt ils cherchent donc des produits donc, voilà, équivalents aux poissons en termes de nutritionnel. Et bien sûr, c'est sous les formes plutôt de type plat préparé ou autre, donc déjà prêt à manger. Et, voilà, pour faciliter donc, la consommation, la vie quotidienne. Et en termes de goût, quel est enfin, quand je parle de perception consommateur, il y a effectivement la perception par rapport à la démarche, mais en termes de goût, comment c'est perçu, comment c'est accepté par le consommateur? Oui, en fait, il y a le goût iodé qui est apprécié par le consommateur. Et après, nous sommes encore en train de pouvoir chercher comment avoir le goût spécifique des différents poissons, etc. Mais pour le consommateur, comme il consomme souvent du poisson dans les plats préparés, je veux dire, avec des différents goûts comme le goût du romarin, des herbes de Provence, etc. Et du coup, en combinant avec ces herbes ou ces aromates, ils peuvent retrouver quelque chose qui est similaire à ce qu'ils connaissent. D'accord. Ok, merci. Merci Marc. Nathalie, je me tourne vers toi pour la partie un peu, pour le petit point nutrition de la matinée. Et alors, je trouve que déjà, l'origine de ce projet-là, c'est-à-dire sur la problématique des ressources est très intéressant. Et après, sur la partie nutritionnelle, ce que tu as indiqué, Anne, c'est vraiment un enjeu majeur, c'est l'histoire de la transformation. Parce qu'effectivement, avoir des alternatives de produits qui ne sont pas adaptés, qui sont ultra transformés avec un certain nombre d'ingrédients qui allongent énormément la liste, c'est pas forcément intéressant. Donc là, après, on creusera après, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps aujourd'hui, mais quelle algue, quelle légumineuse, on reviendra bien dans le détail, mais je trouve ça particulièrement intéressant. Et d'autant plus que tu as signalé vraiment mettre un point d'honneur à regarder la composition et la présence d'oméga 3, parce qu'en
En fait, en termes de micro-carences ou même de carences, en France, il n'y en a pas énormément, mais les oméga 3, ça fait partie des justifications du poisson 2 à 3 fois par semaine. Et donc, effectivement, si on a un problème de ressources, tes produits, tes substituts peuvent être très intéressants. Donc, à surveiller de près. J'ai hâte de goûter. Oui, de voir le C'est ça, on fait un résultat. atelier dégustation Oui, au CIAL. Je note toutes avec les petites idées là, mais je trouve que ce serait intéressant d'avoir aussi, parce qu'effectivement, il y a la santé et puis après, il y a le goût et la culinarité et l'acceptation du consommateur, parce que tout beau produit qu'il soit, si effectivement il n'est pas accepté en termes de goût, de texture, s'il n'entre pas dans notre quotidien, on aura du mal finalement à l'étendre. Donc, c'est super. Je suis vraiment hâte de goûter tout ça. Notre dernier intervenant, c'est ça? Ouais, c'est On Nicolas. finit Alors les lui, il va nous recettes en mettre avec plein la Thomas? bouche. Il va nous en mettre plein la bouche, mais on peut pas commencer avec lui parce que c'est trop fort en fin de compte. Ouais, Voilà. on fait la petite touche. Voilà, on termine avec Nicolas Rico, excuse-moi, qui est cofondateur de l'Étuverie. C'est un producteur d'ail noir, hein, c'est pour ça que je dis qu'on termine avec lui. Et dans le Gers, alors là-bas, on ne fait pas que du foie gras, a priori, maintenant, on fait aussi de l'ail noir. Et donc, c'est un produit qui est certifié bio. Et je vais laisser Nicolas nous présenter ce produit que je ne connaissais pas avant de le rencontrer. Voilà. Nous parler un petit peu de l'Étuverie. Tu as une présentation ou pas, Nicolas? Ah, bah, il faut que tu ouvres le micro. Attends, hop. Je vais ouvrir le micro. Ah oui, c'est pareil, il n'y avait pas mon micro, je suis en train de dire, il n'y a pas... Voilà, on va lui demander d'activer le micro. Le pauvre, il a attendu, et puis maintenant, voilà. Ah, voilà, il y a un problème de micro. Non, on ne t'entend pas. Pourtant, c'est bizarre, tout à l'heure, on l'entendait. Ah, bah alors là, c'est étrange. Bah, peut-être qu'on n'aura même pas l'occasion d'entendre Nicolas. Non. Le micro. Si tu m'entends, Nicolas, appelle-moi sur mon portable et comme ça, je mettrai le son. Bah, pourtant, on l'entendait tout à l'heure. Hein. Appelle-moi sur mon portable 06 80. Attends, je vais il se déconnecte, il se reconnecte. Bon. On peut déjà faire un petit point. Anne, il y a aussi des questions pour toi dans le chat sur des collabs, sur ton process, alors peut-être des choses que tu ne peux pas dire. On peut dire déjà de ce dont on va parler le mois prochain. On va parler du CIAL. On aura sûrement avec nous peut-être Freddy Tiburce et ses initiatives. Nous, on sera présente au CIAL avec Planète Food Santé grâce à toi, Nathalie, on te remercie. Donc, on pourra sûrement mettre en avant encore des jolis projets. Hein, ce sera le webinaire du mois prochain encore sur des initiatives. Nicolas, tu es là? Voilà, on t'entend. Parle. Allô? Nicolas? Allô? Nicolas? Allô? Allô? Mais pourquoi il ferme son micro à chaque fois? C'est bizarre. Je vais lui demander de... Alors, ce que je vais faire, c'est désactiver la caméra et lui mettre du son. Peut-être que des fois, ça vient de là. Allô, Nicolas? Tu nous entends? Allô? Ça y est. Nicolas? Alors, ne mets pas la caméra, a priori, tu as un problème. Tu nous entends? Je vais désactiver sa caméra. Nicolas, est-ce que tu nous entends? Nicolas? Allô? Nicolas? Dans le Gers, on n'est pas toujours bien connecté. Voilà. Alors, nous aussi, dans le Gers, c'est pas simple. Hein. Alors, ne mets pas ta caméra, a priori, c'est ça qui fait bugger. On va juste t'entendre, mais ce sera déjà très bien. Alors, là, Nicolas, on te passe la parole. Vous m'entendez, oui, là, maintenant? Ouais, ça y est, on t'entend. C'est bon, nickel. Bon, ok, c'était mes oreillettes qui... du coup, je vais parler peut-être un peu fort parce que mon micro est un peu faible. On entend très bien. On entend très bien. Non. Ok, super. Mais du coup, on est l'Étuverie. Donc, on est une société qui transforme de l'ail blanc en ail noir. On est 2 associés. On a créé la société en 2019. Donc, ça fait tout juste 3 ans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'ail noir, c'est un ail blanc donc, qui est étuvé, donc qui est cuit à basse température pendant 2 à 3 semaines. Et c'est donc les sucres qui sont contenus dans l'ail blanc qui caramélisent et qui lui donnent donc cette couleur, ce goût complètement différent.
Donc, on a tout le côté piquant qui disparaît et on a un ail qui est donc très doux, très sucré. Donc, en termes de gustatif, voilà, c'est très intéressant pour plein de nouvelles saveurs. C'est d'ailleurs une saveur umami qu'on appelle, qui cumule les 4 autres saveurs, donc qui est sucré, salé, amer et acide. Donc voilà, et après, en termes de santé, donc on est à peu près sur les mêmes propriétés que l'ail blanc, beaucoup plus biodisponible, beaucoup plus digeste. Donc voilà, très, très puissant en antioxydants et en vitamines. Voilà. Donc, à partir de cet ail noir, on développe chaque année des nouveaux produits, avec des partenaires, des producteurs locaux. Donc, l'ail déjà vient de la propriété. On a 40 hectares sur la ferme familiale. On fait un peu moins d'un hectare sur le d'ail, le reste en céréales. Donc, la ferme est bio depuis une douzaine d'années. Donc voilà, l'ail vient à la fois de la ferme, mais aussi des agriculteurs autour. Voilà. On s'approvisionne aussi via les voisins. Du coup, on a aussi quelques partenaires pour tout ce qui est huile de tournesol, pour certains produits. On a pour le miel également. Et donc, sur les différents produits qu'on peut faire, hein, on a de la pâte d'ail noir, on fait du miel à l'ail noir, de la moutarde à l'ail noir. On fait aussi une bière en partenariat avec un brasseur local également. Et on fait aussi un extrait d'ail noir. Donc, c'est un extrait à froid, plus spécialisé pour les cures, donc pour les gens qui donc plutôt complément alimentaire, on va dire. En tout cas, beaucoup de gens sont habitués l'ail noir a été introduit beaucoup via des compléments alimentaires, donc des cachets, ce qui est un peu dommage, vu que c'est un produit très bon. Et donc, le petit dernier, c'était les infusions. Ça, l'idée, c'était du zéro déchet. C'était pour recycler toutes les pelures d'ail qu'on avait. Donc, voilà, on les a intégrées dans une recette d'infusion. Donc, voilà, deux infusions différentes, un mélange de plantes qui ont les mêmes propriétés, qu'on a gardé avec les mêmes propriétés que l'ail noir. Donc, pour justement les propriétés de l'ail noir, qui sont connues via l'ail blanc également, c'est donc les antioxydants, donc très bon pour tout ce qui est cholestérol et tension, et pour booster l'immunité en général. Voilà, au niveau des sourcings, donc comme je vous disais, l'ail est local. L'huile de tournesol qu'on utilise pour la pâte est également locale. Tout est du Gers, donc voilà. Et après, le packaging, tout ce qui est packaging, donc on essaye alors déjà, il y a 0 plastique, mais on essaye de rester local et du moins écologique. Donc, on a des écrins en carton qui sont faits à base de carton PEFC. On a nos étiquettes pour tous nos bocaux, donc tous nos produits dérivés qui sont faits à base de canne à sucre recyclée. Donc voilà, on essaye au maximum de ne pas utiliser ni de plastique ni de matériaux nocifs. Pour ce qui est de la transformation, donc tout se fait à la ferme, donc à Cadéan, dans le Gers. C'est sur la ferme familiale. On a récupéré un ancien chai qui était devenu une étable, qui est maintenant devenu l'étuverie. Donc, où on transforme tous nos produits, où on a évidemment un labo de transformation et un lieu de stockage, etc. Quoi vous dire de plus? Les débouchés, du coup, nous, on est travaillé beaucoup par des chefs, évidemment, un peu partout en France, beaucoup localement, évidemment. Après, nous vendons nos produits en magasin bio spécialisé et ainsi qu'en épicerie fine. On commence aussi à vendre de plus en plus aux industriels qui se tournent vers l'ail noir, non seulement pour ses qualités gustatives, mais aussi tous les bénéfices santé. Donc voilà, on a notamment avec de la charcuterie, avec du foie gras surtout, et des choses comme ça. Donc en parlant Alors, mais tu nous donnes vachement faim. Eh bien justement, j'allais en venir sur les utilisations que vous pouvez faire vous chez vous. Donc le plus simple, ce que je dis le plus souvent, c'est de l'utiliser un peu comme la truffe. Ça serait infusé dans tout ce qui est crème fraîche, lait, donc pour incorporer dans vos
Voilà, risotto, pâte, ça sera le plus simple. Après, vous pouvez le mettre brut dans vos salades avec avocat, saumon, ça marche très très bien. Vous pouvez le mixer dans une purée. Vous pouvez l'incorporer dans des gâteaux avec du chocolat, ça marche aussi très bien. Voilà, il y a tout un tas de tests, on n'a pas encore tout testé. On en a testé des choses, on a fait même une glace à l'ail noir. Si ça peut donner des idées à des personnes, c'est très 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 bon. Je vois Très bien, bon. moi, un mélange sarrasin ail noir. Je ne sais pas si vous Ah l'avez oui, fait. non, je n'ai jamais testé. Il Jamais. y a la glace au sarrasin et avec cette petite touche. Enfin bref, ça nous donne hyper. Bon, l'idée de l'ail noir, c'est qu'il se marie, je ne dirais pas avec tout, mais en tout cas, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est le surcuire. Donc, il ne faut pas le poêler, il ne faut pas le mettre au four à haute température, parce qu'il risquerait non seulement de perdre ses propriétés, mais de devenir très amer, en fait. Voilà, l'idée, nous, c'est de le cuire à basse température. On est entre 60 et 70 degrés. Avec un taux d'humidité de 90%, 100% d'humidité. Voilà, si vous tombez sur un ail noir qui est amer, acide, c'est qu'il aura été cuit trop vite, en fait. Donc, la cuisson de l'ail noir, alors, vous entendrez aussi souvent que c'est une fermentation. Ce n'est absolument pas une fermentation. C'est une cuisson à basse température, donc une réaction de Maillard. Donc, voilà, c'est une cuisson basse température, donc sans risque d'acrylamide ou quoi que ce soit. C'est vraiment très, très doux comme cuisson et c'est pour ça que c'est aussi très long. Voilà. Et moi qui ai eu le plaisir d'en goûter, c'est qu'après, tu n'as pas cette espèce de goût d'ail dans la bouche que tu peux avoir quand tu manges de l'ail. Enfin, voilà, donc tu peux. C'est quand même assez pratique pour ce côté. Tout à fait. L'alicine qui est responsable de ce goût piquant à la cuisson disparaît. Voilà, elle transforme. Marc, je me tourne vers vous. Oui, merci Nicolas. Et petite salutation géographique, puisque l'association de Malater est située dans le Gers également. Donc, le Gers est en force aujourd'hui. Je voulais vous poser la question, parce que, pareil, je suis allé un peu farfouiller sur Internet et voir vos présentations. Donc, vous indiquiez que vous produisez de l'ail bio sur la ferme familiale. Là, c'est le côté de Malater qui ressort. Est-ce que vous avez d'autres engagements en matière d'agroécologie au-delà du simple respect du cahier des charges bio? Quels sont vos engagements en matière d'agroécologie par rapport à votre production? Alors, par rapport à la production, oui, effectivement, on respecte le cahier des charges bio qui est finalement d'utiliser aucun produit, pesticide. Voilà, on utilise nous-mêmes aucune. De synthèse. Oui, de synthèse, tout à fait. La seule chose qu'on met sur nos terres, c'est uniquement de la fiente, donc bio, enfin, qui respecte le cahier des charges bio. On ne met aucun produit phyto. Et le désherbage, voilà, se fait à la main. On est beaucoup à l'ancienne, on va dire. On récolte sur fan et on fait sécher également sur barre. Donc, on n'utilise pas de four pour faire sécher, comme ça se fait maintenant beaucoup sur les productions. Vu qu'on utilise déjà une étuve pour transformer, on fait le séchage de l'ail blanc naturellement sur barre. Voilà. Après, cette année, nos terres vont être certifiées Déméter. Donc voilà, on remplit aussi le cahier des charges Déméter. D'accord. Et sur des logiques de rotation de culture, de couverture de sol, de biodiversité, d'agroforesterie, etc., comment vous êtes positionné sur votre ferme? Pour l'instant, non, on ne fait pas de couverts végétaux. Non. Tourner les cultures, évidemment. Là, il n'est jamais sur la même parcelle. En tout cas, on respectera les 4 ans et 5 ans de rotation. Mais non, pour l'instant, pas d'agroforesterie. On est uniquement... Ok, merci. Ce sera peut-être l'occasion de vous croiser dans le Gers. C'est pas avec grand plaisir. Vous êtes le bienvenu à visiter. D'ailleurs, tout le monde sur rendez-vous, évidemment, mais c'est avec plaisir qu'on montre l'atelier de production, voilà, la ferme, etc., qu'on fait visiter. On n'a pas de secret, on montre tout. Voilà. Donc, si vous voulez venir, ça me donne une idée, Sandrine, de faire une learning expédition en France. Mais carrément.
avec nos startups. Ouais, Non, mais ouais. mais vraiment, il y a des trucs. Moi, j'ai eu le plaisir de découvrir. Alors, on l'a pas dit, mais c'est un pur hasard. Nicolas et Clément qui a dû nous quitter au Natex Bio Challenge où je suis jury et j'ai vu passer ces projets-là et je leur ai demandé de candidater avec les autres parce que je trouvais qu'il y avait un peu quelque chose un peu nouveau. Enfin, c'était des sujets sur lesquels moi, j'avais pas vraiment vu de nouveautés. Alors là, pour le coup, l'ail noir, moi, je suis pas une spécialiste, mais c'était une vraie découverte, comme ça a été découverte la tubercule de Yannissi. Moi, j'avais juste une petite question qui va recroiser celle de Louisa qui est dans le chat. C'est quoi vos difficultés actuellement de développement et quels sont les prix en fin de compte de ce prix? Alors, je ne sais pas si c'est au kilo en fonction du packaging de ce produit-là. Alors, les difficultés, pour expliquer nos deux parcours, Fabien, lui, est diplômé en agroalimentaire, donc il a un BTS agroalimentaire. On se connaît depuis une quinzaine d'années. Ça fait un moment voilà, qu'on cherchait à faire quelque chose. Moi, je suis plutôt spécialisé, alors plutôt homme à tout faire, on va dire, et dans le marketing. Donc, notre difficulté, et ce qu'on n'a pas, la seule étiquette qu'on n'a pas et qui nous manque, c'est la commercialisation. Donc, tout ce qui est démarchage, etc., c'est vraiment pas, c'est pas notre force. C'est quelque chose qu'on doit faire où on se booste Bon, pour le faire. dans Bah, notre on en communauté, parle. hein. Parce que d'ailleurs, je trouve que ce webinaire-là a été très riche d'échanges sur le chat et c'était Ouais. vraiment notre objectif avec Sandrine, c'est de vous donner Mm. un coup de pouce de visibilité, d'échange, etc. Donc j'espère que ce sera le début de super contacts. Ouais. Peut-être que justement en conclusion, vous pourriez dire chacun peut-être un ou deux mots de qu'est-ce que vous avez besoin. Donc je note Nicolas, c'est commercialisation. Ouais. Anne, voilà, peut-être que je vous prends peut-être au dépourvu, mais je me dis l'objectif c'était ça. Qu'est-ce que vous avez besoin là aujourd'hui, à part la visibilité qu'on a pu vous donner et puis le nouveau rendez-vous qu'on se donnera au CIAL parce que ce sera l'occasion Ouais. de venir nous voir et puis peut-être d'anticiper les mises en relation qu'on pourrait vous faire. Donc Nicolas, tu dirais commercialisation. Anne, Pour moi aussi. Vincent, là c'est la connaissance peut-être. Oui, alors nous, aujourd'hui, on est commercialisé auprès des restaurateurs. On est à la carte de plusieurs restaurants étoilés, une quarantaine. Donc, si vous avez des contacts auprès des restaurateurs, on est preneurs. Et on va lancer notre produit en B2C auprès du grand public à partir de la fin de l'année. D'accord, donc là aussi une commercialisation. Et Louis, c'est quoi toi tes C'est très original, hein, ça fait aussi la commercialisation. C'est aux communes, EHPAD, département, région, comité de communes, Ouais. et même entreprise pour commencer à échanger, voir à quel point on doit adapter l'outil ou pas pour qu'on puisse les aider aussi. Ouais, et donc aussi, ça me fait penser à, on travaille beaucoup aussi en partenariat avec Open Agri-Food, peut-être que vous connaissez. On travaille aussi avec l'association pour une alimentation durable de Émilie Orliange. Tout ça, on essaiera de tous se réunir au CIAL et d'anticiper un peu vos besoins pour vous permettre, parce que nous, pour le CIAL, donc avec l'agence Évidence Santé, on a un stand. Donc, on vous invitera à venir. On a des badges. Voilà, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter pour dire que vous avez envie de rencontrer telle ou telle personne, réseau. Et on organisera probablement un petit événement le mardi. Ouais. Le mardi. Mais on vous redira tout ça lorsqu'on va faire le webinaire sur le CIAL, là, début juillet. Nicolas, j'ai vu qu'il y avait Clara de Direct Market. Voilà, on a un partenariat également avec Freddy Tiburce qui remettra probablement les lauriers de l'alimentation durable sur notre stand, enfin lors d'un événement, enfin bref. Et il y a la FEF aussi avec qui on va travailler sur le CIAL. Voilà, enfin c'est tombé ce matin. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses. On veut être ceux qui animons ce lien entre tout le monde au lieu de nous opposer. C'est que chacun amène sa petite pierre à l'édifice qui sera très beau. Parce que, alors, d'un point de vue nutritionnel, moi je rappelle toujours, c'est que la variété, la découverte de nouveaux ingrédients, c'est vraiment essentiel parce qu'aujourd'hui, on a vraiment, notre alimentation a été très monotone. On voit sur cette crise-là, les gens sont paniqués parce qu'il n'y a plus d'huile de tournesol, mais il y a plein d'autres huiles qui sont bien. On peut en mettre que des petites quantités qui apporte beaucoup de goût. Sur l'histoire des céréales, il n'y a pas de blé, prenons du sarrasin ou d'autres céréales. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Nutritionnellement, la variété, c'est au cœur de la santé.
On vous avait promis 1 heure, on est à 1h40, mais ça, c'est normal parce que c'était super intéressant. Et puis nous, on était ravis d'accueillir Marc, à qui on va donner le mot de la fin avant que moi, je nous dise au mois prochain. Voilà, Alors, et de toute façon, on est en Marc, replay, donc les gens coupent et nous finissent de regarder en replay, donc voilà, n'hésitez pas. Merci Marc, à Non, tous. vraiment, merci pour l'invitation et puis bravo à tous parce que toutes ces initiatives en faveur d'une alimentation plus durable sont vraiment à saluer et à souligner. Nous qui travaillons avec des producteurs de fruits et légumes et comment est-ce qu'on peut utiliser ces fruits et ces légumes dans le cadre d'une alimentation plus durable, c'est vraiment très intéressant de voir les associations possibles, voire carrément les convergences possibles. Donc bravo à tous, franchement, je vous souhaite plein de réussite dans vos parcours à venir. Si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas. Moi, je reste à votre disposition pour qu'on puisse échanger sur vos parcours et sur vos différentes productions. Et surtout, courage, parce que bon, on est quand même dans un moment qui n'est pas de grande simplicité à bien des égards. Donc, plein de courage pour vos super productions, vos super entreprises. Et puis, on espère qu'on vous retrouvera plus gros, plus fort, plus visible dans très peu de temps. Bravo à tous. Super. Bravo Merci à tous. Merci Bénédicte qui a animé le chat de manière magnifique. Alors voilà, on va prendre maintenant Bénédicte pour animer le chat. Bénédicte, là, bravo. C'est vrai qu'on a vu passer pas mal de ces messages sur le chat. Ouais, elle était sur l'affaire. Merci à tous. Et merci Lauriane à tous. aussi, je salue Lauriane, qui est c'est l'ancienne collaboratrice qui a posé des bonnes questions. Nathalie, je vais faire un petit poke à Anne-Claire, à Juliette, de ton équipe qui nous ont aidé à monter ce webinaire et que je vois que Juliette est là. Elle a fait un super taf. Merci à tous. On se voit le mois prochain pour parler de Cial et encore une fois donc d'innovation alimentaire. On va vous souhaiter un bon pont je ne sais plus quoi ce que c'est, le pont de l'ascension. Voilà, un bon pont d'ascension. C'est le seul qu'on a cette année. Voilà, et on a bien compris qu'on allait aller dans le Gers, donc on a été invité dans le Gers, donc on y va. Ah ouais, ce serait super. Merci à bientôt à tous, au revoir. Encore bon appétit. Au revoir. Bon appétit, il est midi moins